Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 15 novembre 2018, ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Au menu cette semaine, la neige et le froid n'affectent pas trop les importants travaux à Saint-Raymond. Et le maire de Saint-Raymond, Daniel Dion, sera avec nous en studio pour commenter l'actualité. Les Portneuvois ont souligné les 100 ans de l'armistice ce dimanche 11 novembre à Donnacona et à Saint-Raymond. Des citoyens de Portneuf se mobilisent pour sauvegarder et valoriser nos plus beaux coins de pays. Neuville reçoit le prix d'excellence du patrimoine religieux pour sa bibliothèque dans l'Église. Sur la scène culturelle, le journaliste Robert Fleury nous parlera du Raymondois Joseph Bureau et David Alexandre nous dressera la liste des sorties de la semaine. Bonne émission. Tout d'abord, revenons sur certains sujets du dernier conseil de ville de Saint-Raymond. Les travaux de construction de la caserne des pompiers et du garage municipal vont bon train, malgré le froid et la neige. Du côté de la caserne, on prévoit fermer la bâtisse au début du mois de décembre. La toiture est terminée, les 6 grandes portes du garage sont installées et la fenestration sera complétée sous peu, de même que les entrées électriques. Par contre, la pose du revêtement extérieur en maçonnerie est reportée au printemps, mais le revêtement métallique sera installé au mois de décembre. Les travaux d'asphaltage et les bordures de stationnement seront réalisés au printemps. D'ailleurs, la Ville de Saint-Raymond et les entrepreneurs se sont heurtés à une surprise en creusant le sol qui finalement va coûter environ 25 000 $ de plus à la Ville. Toutes sortes de rebuts d'anciens commerces ont été retrouvés dans la terre, pneus, remblais, ponceaux et autres, qui auront nécessité plus de 260 voyages de camions supplémentaires. Nous y reviendrons avec le maire. Du côté du garage, en construction sur la rue Guyon, la toiture, de même que l'isolation, sont terminées. On s'affaire à installer les portes et les fenêtres ces jours-ci. Le tout devrait être complété à la fin du mois de décembre, selon l'échéancier prévu. Les dépôts à sel et matériaux granulaires sont aménagés et fonctionnels à l'arrière du bâtiment. Quant aux travaux de stabilisation de la rive de la rivière Sainte-Anne dans le secteur de la rue Beaulieu et de la rue Saint-Joseph, les échéanciers avancent quand même bien malgré Dame Nature. Les travaux ont débuté le 10 octobre et couvriront 394 mètres de rive. Environ 14 000 tonnes de pierres ont été transportées, équivalent à environ 1000 chargements. Un tapis géotextile a été installé à certains endroits. Si les conditions météo le permettent, le tout devrait être complété d'ici la fin du mois de novembre, selon les échéanciers prévus. Il ne resterait que la finition végétale, plantation d'arbres et arbustes au printemps prochain. Rappelons que c'est la Ville de Saint-Raymond qui finance le projet et la dizaine de propriétaires rembourseront la facture à partir d'une taxe de secteur. Pour un troisième hiver, une estacade flottante sera installée sur la rivière Sainte-Anne
pour empêcher le plus de fragiles possible de se retrouver au centre-ville. Le même principe de sapin attaché à un câble qui traverse la rivière et qui flotte grâce à 3 barils sera utilisé. De la neige sera soufflée pour assurer un meilleur barrage aux fragiles. Des manœuvres pour favoriser la création d'un couvert de glace sur la largeur de la rivière en 2 étapes seront réalisées encore cet hiver au barrage de l'Estacade en béton. Ces manœuvres visent aussi à stopper le plus de fragiles possible vers le centre-ville, source importante du débordement de la rivière par en bâcle. D'autre part, les chercheurs de l'Université Laval, en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, lancent une invitation aux propriétaires de résidences qui se trouvent dans la zone inondable. Les chercheurs proposent un diagnostic des lieux qui permettra aux résidents d'apporter certains changements ou améliorations, s'ils le veulent, pour diminuer le plus possible les impacts d'une inondation. Ce diagnostic sera gratuit et confidentiel et n'engagera pas du tout le propriétaire ni la ville ou le ministère. Pour plus de détails, il suffit de téléphoner à l'Hôtel de Ville de Saint-Raymond. À partir du mois de janvier 2019, les séances publiques de la Ville de Saint-Raymond débuteront à 19h30 au lieu de 20h, comme c'est le cas depuis plusieurs années. Votre télévision communautaire diffusera donc en direct les séances publiques de Saint-Raymond à partir de 19h30. La première séance publique de 2019 est prévue le lundi soir, 14 janvier. Le conseil d'administration du CIUS de la capitale nationale tiendra son assemblée publique du mois de novembre au centre multifonctionnel Roland-Dion de Saint-Raymond le mardi soir 20 novembre dès 18h30. Une centaine de personnes seront présentes et la population peut assister à cette séance publique. Et dans un article paru dans le quotidien Le Soleil, on y apprend que la ville de Saint-Raymond figure au 3e rang, après Lévis et Québec, des municipalités de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches pour le nombre de permis de rénovation et de la valeur totale de ces rénovations en 2017. Ces chiffres proviennent de l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec, l'APCHQ, et sont basés sur les permis délivrés par les villes. On estime que depuis 2013, les différents crédits d'impôt comme Éco-Rénov, Logis-Rénov, Rénovert ont eu un effet positif sur le marché de la rénovation et on prévoit une hausse en 2019. Pour commenter et pour nous parler de d'autres sujets d'actualité à Saint-Raymond, nous accueillons le maire en studio, Daniel Dion. Bonsoir, M. Dion. Bonsoir, M. Beausoleil. Merci d'être avec nous ce soir. Tout d'abord, revenons sur cette surprise à la caserne des pompiers dans la terre. On a trouvé différents rebuts. Finalement, ça va coûter quand même assez cher à la municipalité. Oui, il faut comprendre que dans un dossier comme ça, les gens vont en soumission. En fait, l'entrepreneur général va en soumission avec un sous-contractant qui avait évalué pour nettoyer le terrain, en fait, vis-à-vis de la bâtisse. On sait qu'il faut creuser pour le solage et tout ça, assez creux. Et puis, notre terrain est tellement petit par rapport à la grandeur de la bâtisse, c'est que tout l'excédent de la bâtisse sur le terrain va être un stationnement. Alors, ça consiste à quasiment enlever tout ce qu'il y avait sur le terrain qui était... Nos tests, nos sondages avaient révélé qu'il y avait des endroits à peu près 6 pouces de terre et puis certaines affaires, mais ils pensaient pouvoir réutiliser le matériel. Mais quand ils sont arrivés pour creuser, il y avait beaucoup plus de terre. On a trouvé aussi quelques résidus, comme vous dites. Il y avait eu des tests. On avait finalement fait beaucoup de choses au niveau de l'environnement de ce terrain-là. Oui. Mais quand on arrive pour tout enlever ce qu'il y a pendant 2 mètres d'épais, on se rend compte qu'on a frappé quelques affaires, plus de terre. Oui. Puis la terre, c'est pas bon laisser en dessous du bâtisse, c'est sûr, mais même dans le stationnement, quand on laisse de la terre, parce que le stationnement va être asphalté, ça fait que là, on a pris la décision. Puis les gens n'avaient pas soumissionné pour un état de la situation comme ça. On ne savait pas. Ça fait que là, on a discuté. Les gens ont dit, vous auriez dû le savoir, pas le savoir. En tout cas, finalement, après une entente de plusieurs réunions, on s'entend que ça va coûter pas loin de 80 000 de rénover. Tout ça en plus, parce que c'est quand même un contrat de 300 000 à 400 000 juste pour le stationnement. Juste pour le stationnement, juste pour l'amélioration de tout ça. Fait que c'est un gros contrat. Fait que c'est un extra, si on veut, qui arrive au contrat. On appelle ça un vrai extra. Un vrai extra. Puis dans notre prix de consolation, c'est qu'on est subventionné. À 60 %? Oui, à 60 %. Alors, ça va nous coûter 40 % de cet extra-là. C'est pas le fun, mais au moins, on va avoir un terrain finalement très potable, très beau. Puis, moi, je dis toujours qu'on a réhabilité un terrain, finalement, qui était un peu contaminé aussi. Il y a eu des garages, il y a eu des stations-service,
Il y a eu une compagnie manufacturière, il y a déjà eu un lavoto, il y a toutes sortes de choses sur ces terrains-là. Mais aujourd'hui, dans le contexte justement de décontamination d'un terrain, qui paye en général? Est-ce que c'est l'ancien propriétaire ou c'est le gouvernement? Non, c'est ça. Est-ce que c'est réglé encore? Non, les municipalités, dans bien des municipalités, on a des discussions à l'Union des municipalités. C'est des terrains qu'on appelle orphelins. Bien souvent, les gens, les compagnies qui avaient ces terrains-là, ils les laissent là, ils les mettent dans une compagnie à numéro où ils sont carrément en faillite. Alors, la municipalité se ramasse avec des terrains contaminés, en plein milieu, des fois, même de sa ville. Qu'on ne peut pas se servir. Qu'on ne peut pas se servir. Et puis là, on demande de l'aide des gouvernements pour nous aider à décontaminer ça. C'est pas encore réglé après tant d'années, ça fait... Alors, pour ça, c'était un beau terrain qu'il y avait au coin, à l'entrée de la ville. Puis on savait qu'il y avait eu un garage là pendant 30-40 ans et même plus, là, M. Jobin qui a eu ça. Puis dans le temps... C'était pas la mode comme aujourd'hui de récupérer toutes les choses. Souvent, ça allait en arrière. Alors, on a trouvé beaucoup de terre, des ponceaux. Dans les rivières, dans les fossés. Oui, c'est ça. Fait que là, on est bien content. Notre terrain est super propre. Puis, revenons sur les chiffres en rénovation, justement. Saint-Raymond, troisième, capitale nationale, Chaudière-Appalaches. Ça va bien, rénovation? Oui, on savait qu'en plus d'avoir le plus grand nombre de bâtiments, finalement, dans l'MRC de Portneuf, entre autres, c'est nous autres qui a le plus de construction neuve, mais il y a énormément de rénovation. Pourquoi? Il y a surtout beaucoup de chalets, etc., puis de maisons qui sont rénovées présentement. À Saint-Raymond, on voit qu'il y a des maisons qui ne se vendent pas trop cher des fois, puis les gens investissent beaucoup dans la rénovation, dans les chalets qu'on retrouve sur le bord des lacs, etc. Ça fait que ça fait une quantité énorme de rénovation, parce que quand on additionne tout ça, bien, c'est ça qui fait une grosse quantité de rénovation. Cette année, on va dépasser en permis avec les maisons neuves, plus de 30 millions, puis c'est ça d'année en année. Ça fait qu'on a beaucoup de rénovation. En espérant que c'est bon pour l'économie locale? Oui, moi je présume que oui. C'est sûr qu'il y a des gens de partout ici, il y a des gens de partout qui ont des chalets, alors des fois ça vient, des gens ils emmènent leurs fournisseurs d'ailleurs, mais quand on a toujours nos fournisseurs de Saint-Raymond, finalement, qui pallient, parce qu'on s'aperçoit que les fins de semaine, c'est bondé dans ces magasins-là. Oui, c'est sûr. État de la rivière. Oui. De la neige, slotch un peu, du froid, ça glace. Quel est l'état de la rivière actuellement? Bon, on s'est fait prendre un peu, là, parce que c'est sûr que c'est arrivé trop tôt. La neige le 10 novembre, c'est assez rare que ça arrive comme ça, avec des quantités comme ça. Puis le froid qui s'est mis la partie des moins 10, des moins 20. Alors aujourd'hui, on a vu que ça a fait descendre de la slush, notre fameux Frasil qui a descendu. Alors tout de suite, on a installé notre... C'était prévu qu'on l'installait, notre l'estacade flottante en sapin. Ça a été posé. Alors là, il va se faire un couvert de glace. Mais il n'a pas fait de froid avant, ça fait qu'il n'est pas impossible de faire le couvert de glace que la rivière prenne avant qu'il fasse froid. Il faut qu'il fasse plusieurs jours à moins 10 comme ça. Et puis aussi, au barrage d'estacade, là, on a vu qu'on jouait avec des pertuis. Ça, c'est comme des panneaux qui sont mis pour jouer avec le niveau, pour faire prendre la glace en arrière. Alors là, il a rentré beaucoup de slush dans la rivière avant que ça se fasse. Mais aujourd'hui, c'est complété. Tout ça est fait que ça devrait geler. Puis on annonce aussi du froid les prochains jours. Ça fait qu'on devrait être capable de stabiliser ça. Oui. Vous êtes probablement dans les préparatifs du budget? Oui. Oui. Où on en est actuellement? Parce que le Trésorier a déposé quand même là, son rapport. Oui, bien, on est obligé de faire un rapport pour l'année. Ça fait qu'on a toujours une année avec des surplus comme prévu. On a des revenus supplémentaires. Alors, c'est toujours... On fonctionne toujours avec des économies de dépenses qu'on a réussi à faire, puis des surplus de bon an, mal an. Nous autres, c'est toujours entre 800 000 et 1 million. On s'enligne encore comme ça pour cette année. Pas trop de surprises. Pas trop de surprises. Puis là, on est en train de confectionner notre prochain budget. Là aussi, on a beaucoup de demandes. Là. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent différentes choses des organisations. On sait bien que, aussi bien la Corporation de développement, toutes sortes d'organismes qu'on subventionne, qu'on veut aider. Parce que c'est toujours l'aide un peu au bénévolat qu'il faut supporter quand il y a des organismes qui nous demandent de l'aide. Puis il y a 25 bénévoles qui tournent alentour de ça. Je pense qu'il faut les aider comme municipalité. Ça fait qu'on regarde notre budget, qu'est-ce qu'on peut faire, puis tout aider tout le monde. Mais toujours, on a notre chose pour notre principe qui dit qu'on ne veut pas augmenter la taxe en haut de l'indice du coût de la vie. Vous êtes encore dans ces objectifs-là? On parle encore de ça. Discours du maire sur la situation financière, c'est au mois de décembre? Oui, on fait ça le 17 décembre. Le 17 décembre. C'est là qu'on va approuver le budget. Là. Parfait. Mais vous avez parlé de la Corporation de développement de Saint-Raymond. Est-ce que le président a été... non, encore là, non, on n'a pas encore notre nouveau président. Puis là, on est en train justement de confectionner le budget de la Corporation. Peut-être avoir des changements on a des changements. Oui, c'est ça qu'on est en train de regarder.
comment que ça va fonctionner, les touristes. Et puis aussi, on a des aides, nous autres, à la Vallée-Bas du Nord. Alors, on est en train de tout regarder ça, en tenir de compte. On a un nouveau commissaire industriel que vous avez rencontré. Oui. Alors, il y a beaucoup de développement dans le parc industriel. Oui. Puis, tout va bien, là, mais on va être en train de boucler le budget. Il faut boucler le budget de la corporation puis amener ça à la ville. Le parc industriel va bien, et le centre-ville aussi va bien. Un nouveau complexe santé qui se construit, qui sera prêt au printemps prochain. Le centre-ville aussi, il y a d'autres oui, il y a une bâtisse aussi en prévision à côté du bureau de poste. Où était CGSR? Où était CGSR, qu'est-ce qu'il va y avoir? Bien, c'est une bâtisse qui va être commerciale au premier étage et puis des logements au deuxième étage. Mais on veut qu'il marche dans notre trame de rue au niveau des pays. Ça fait que ça a été analysé à ce côté-là, que ça ressemble un peu aux bâtisses qu'il y avait déjà là. Oui. Et ça devrait être... Bien là, ça aurait pu commencer même cet automne, mais là, finalement, c'est remis. Puis là, avec la température, des fois, il y a eu des beaux mois de novembre. Les constructeurs pourraient travailler en T-shirt dehors, mais là, comme justement, la clinique médicale est en train de finir le toit, là, il est tombé 3 pouces de neige, alors... Oui, c'est ça. C'est un peu comme les travaux des berges de la rive. Les berges de la rive aussi. On est obligé, on a perdu 3 jours. Là, à un moment donné, la rivière a trop monté, quasiment monté à 180 mètres cubes seconde. Alors là, on monté par-dessus le chemin qu'il y avait, le chemin d'accès. Ça nous retarde, mais là, ils continuent. Puis ils vont, au cours de la prochaine semaine, ils devraient être bons pour finir le travail. Puis vous allez voir que c'est une digue là, qui va durer, moi, je pense, à vie. Ça ne bougera plus. Le visage de Saint-Raymond change, s'améliore. Les 2 entrées seront très différentes l'année prochaine, autant la Côte-Joyeuse que la Grande Ligne. On avait des grands trous à boucher, puis on les a fait aussi. On a essayé de garder un peu notre PIA, notre programme architectural de la ville. Là. Ça fait qu'alors, on a fait mettre un peu de briques sur la caserne. Il va y avoir de la brique aussi sur la clinique médicale, la brique rouge qu'on retrouve partout à Saint-Raymond. Ça fait que ça va rappeler un peu qu'on a essayé de faire des beaux designs de bâtisses. Ouais. Secteur touristique, il y a un projet de tracé pour le quad Nord-Sud? C'est ça. L'autre jour, Jean-Michel Perron, notre consultant que vous avez interviewé, a fait un beau... Justement, il nous a remis cette semaine la fin de son rapport final, son rapport final sur la stratégie touristique des prochaines années. Mais ça, quand il est arrivé, il y a quand même quelque chose à développer à Saint-Raymond. La cohabitation, finalement, entre les gens qui veulent faire des sentiers pédestres, du vélo de montagne, puis les gens qui veulent faire des véhicules motorisés, à savoir la motoneige, puis les quads l'été. Ça fait que ça, il faut démêler tout ça pour que ça fasse une belle harmonie. Moi, je dis toujours, on a 680 km² dans la ville de Saint-Raymond. On doit être assez grand pour faire des sentiers à une place puis des sentiers dans l'autre, mais c'est pas évident. Alors, à certains endroits, ça se croise. C'est des propriétés privées. C'est des propriétés privées, puis ça se croise, les utilisateurs se croisent, puis c'est pas le fun. Là. Quand tu fais du vélo de montagne, tu n'as pas envie de rencontrer un quad, puis vice-versa. Fait que là, on veut faire une étude là-dessus. C'est des gens qui sont spécialisés là-dedans, puis qui nous feraient un vrai sentier pour traverser la ville. Ça devrait être tracé, en fait, en théorie... au cours de la prochaine année. Bon, les spécialistes vont nous dire où le faire exactement. Parce qu'il y a une demande de subvention auprès de la MRC aussi qui sera acheminée. Exact. Puis il y a des gens qui veulent développer le quad. Puis ici, là, nous autres, on est dans le nord, on est la dernière municipalité pour aller rejoindre le lac Saint-Jean, tout ça pour la TUC. Et puis là, actuellement, on n'est pas capable de traverser la ville. Alors, il y a une énorme demande pour ça. Et puis, il y a des retombées économiques relatives à ça. En général, le plan de match que vous propose M. Perron, vous êtes d'accord avec ça pour les 5 prochaines années? Oui. On a travaillé avec lui, en fait, pour monter ça. C'est quelque chose d'accessible. C'est toujours pour se développer. Mais quand on regarde ce qu'on a fait depuis 6 ans, on a fait beaucoup de choses, sincèrement. Au niveau du tourisme, il y a 6 ans, un essai, finalement, un tourisme Saint-Raymond. Alors, quand on regarde ce qui s'est fait, le développement du Roquemont, le développement de la Vallée-Bas du Nord, je pense que c'est un beau produit qu'il faut continuer. Puis là, on est en consolidation. On aimerait ça développer plus le centre-ville, marier le centre-ville avec tout ça. Comment faire pour que les gens arrêtent au centre-ville? Alors, on va travailler là-dessus pour les prochaines années. Oui. En terminant, parlons un peu du secteur de la santé. Le CIUS à Saint-Raymond, très bientôt, la semaine prochaine, en fait. Est-ce que vous entendez présenter quelque chose? Ou, oui, on a des questions, justement. Ah oui? Parce que comment ça fonctionne, le CIUS, quand il y a un CA comme ça, on peut poser des questions, mais il faut que les sages d'avance pour préparer un peu leurs réponses, parce qu'on n'arrive pas là le soir avec une question. Ils n'ont pas la réponse en avant. C'est comprenable. Alors, on peut aller sur le site du CIUS, il y a une question conseil d'administration, puis on peut poser une question, on peut arriver là. C'est vraiment public.
public. OK. Alors, nous, on l'utilise. Qu'est-ce qui vous préoccupe davantage? Bien là, nous autres, on va encore poser des questions sur les médecins, justement. Les médecins, pour remplacer, on a parlé, nos bébés boomers qui partent à leur retraite, ça va prendre beaucoup plus de médecins, puis d'où ils vont venir, puis comment ils vont faire pour satisfaire la demande, puis répartir ça sur le territoire. Ça fait qu'on a une question sur les médecins. OK. Aussi, j'apprenais là, dernièrement que finalement, il y a des gens qui ont le cancer du sein, qui sont obligés d'aller faire de la radiothérapie, finalement, à Trois-Rivières. Quand même. Alors ça, c'est nouveau. Fait que là, on va essayer de savoir. Ça touche peut-être pas nécessairement le CIUS, parce que c'est CHU, ça, c'est CHU, c'est l'hôpital Saint-Sacrement puis l'hôpital Laval, mais c'est quand même pas le fun que des gens de Port-Neuf doivent se rendre à Trois-Rivières parce qu'il manque d'effectifs, finalement, dans la région de Québec. Radiologie. Ouais. À Donnacona, ils pensent être capables d'en faire une? Oui, bien là, ils veulent faire une clinique privée. Mais qu'il y aura peut-être de la radiologie, en tout cas. C'est ça. Qui pourrait pallier quelqu'un qui veut pas se dans le fond, rendre. les gens de Port-Neuf. Oui, c'est ça. Ça fait que là, il faut aller voir. C'est pas normal que les gens de Port-Neuf s'en aillent à Trois-Rivières. Nouveau facturant médecin en 2019? Oui, c'est supposé. On est supposé en avoir 8 de la capitale nationale, dont 2 pour Port-Neuf. Puis avec notre 2 territoires, bien, on est supposé venir encore combler le nord-ouest. Fait qu'il y en aurait peut-être un à Saint-Marc, un à Saint-Raymond, mais on attend de voir ça. C'est vous qu'on pourrait placoter longtemps encore? Oui. Malheureusement, il faut s'arrêter là. Sujets. Ben oui. Mais merci beaucoup, M. Dion, de prendre le temps de venir nous parler. Je reviendrai. Avec plaisir. Parfait, merci. Alors, Daniel Dion, donc maire de Saint-Raymond. Le dimanche 11 novembre dernier se tenaient 2 cérémonies dans Port-Neuf pour souligner la fin de la Première Guerre mondiale il y a 100 ans, l'armistice, et un hommage à tous ceux et celles qui sont morts au combat jusqu'à aujourd'hui pour préserver la paix dans le monde. Une cérémonie plus traditionnelle, selon l'éthique et le protocole de l'armée canadienne, se tenait devant le cénotaphe à Donnacona en avant-midi et une autre à l'église de Saint-Raymond en après-midi. Écoutons tout d'abord un petit montage de 2 minutes sur les moments les plus significatifs à Donnacona. Pas la dernière guerre que le monde ait connue. Chaque année, depuis, nous faisons une pause à la 11e heure du 11e mois pour exprimer notre reconnaissance envers ceux et celles qui ont servi la cause de la paix et pour honorer leur mémoire. Ils étaient jeunes comme nous. Ils ont servi, donnant généreusement d'eux-mêmes. Nous leur promettons, en début du temps qui passe, de porter le flambeau et de ne jamais oublier. Nous nous souviendrons d'eux.
À Saint-Raymond, la Société du patrimoine avait organisé une cérémonie dans l'église pour souligner les 100 ans de l'armistice en l'honneur de ceux et celles qui ont servi leur pays et donné leur vie. La Société du patrimoine de Saint-Raymond s'était procuré des photocopies, des pages, des livres du souvenir des 2 guerres mondiales où sont inscrits le nom de 7 soldats originaires de Saint-Raymond et qui ont perdu la vie. Des copies ont été remises aux membres des familles. Ces livres sont conservés dans la chapelle du souvenir de la Tour de la Paix sur la colline parlementaire à Ottawa. Écoutons un petit montage de cette cérémonie dimanche dernier en après-midi. Au Moulin Marcoux de Pont-Rouge, samedi dernier, se tenait un colloque citoyen portant sur les paysages. Il s'agissait en fait du premier colloque du genre dans Portneuf qui avait pour but de mobiliser des citoyens sur l'importance de conserver et de valoriser les beaux coins de pays de chacune des municipalités de Portneuf. Auparavant, cette démarche ou cette réflexion s'adressait particulièrement aux spécialistes, aménagistes, consultants et autres. Un sondage en ligne durant un mois et répondu par près de 100 personnes a précédé le colloque. Selon Éliane Trottier, agente de développement culturel à MRC de Portneuf et qui a chapeauté le projet, outre les généralités qui caractérisent le territoire de Portneuf, de petits trésors locaux sont ressortis du sondage. On l'écoute. C'est sûr qu'il y a des éléments là, un petit peu plus généraux auxquels on s'attendait d'ailleurs qui sont sortis. Là, par exemple, ce qui nous caractérise comme territoire, c'est bien sûr à la fois la présence du fleuve, les terres agricoles, les montagnes, des cours d'eau structurants. Ça va un peu de soi, mais au-delà de ces généralités-là, il y a eu beaucoup d'éléments très intéressants qui sont ressortis. Là. Entre autres, je pense à la question sur les lieux qu'on fait visiter à notre famille qui nous rendent fiers, là, il y a beaucoup de petites perles qui sont sorties de ça. Quant au colloque, les participants étaient invités à prendre part à 3 ateliers, un portant sur les paysages identitaires, un autre sur les paysages à revaloriser et un troisième sur l'évolution des paysages. Certaines préoccupations face à l'aménagement du territoire à long terme, dont le développement résidentiel, ont été identifiées dans les ateliers et les citoyens souhaitent de plus en plus participer à l'aménagement du territoire. Écoutons à nouveau Éliane Trottier. Malgré les thèmes qui étaient différents, il y a quand même des constats généraux qui revenaient de chacun, entre autres en lien avec les développements résidentiels, puisque les gens disaient, c'est pas que la critique n'était pas sur le fait qu'on fasse des développements, bien entendu, mais sur la manière, la meilleure intégration avec les caractéristiques propres d'un milieu, par exemple, ou encore avec les caractéristiques géophysiques du milieu. Est-ce que c'est nécessaire, par exemple, de faire tabula rasa
plaza pour développer un nouveau quartier résidentiel, alors que ça pourrait être peut-être avantageux de miser sur la présence d'un petit cours d'eau, du relief qui est déjà présent sur le site. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, là. Mais il y a eu beaucoup de discussions dans ce sens-là. Un rapport sera rédigé au cours des prochaines semaines qui sera présenté aux élus et spécialistes de l'aménagement du territoire et d'autres projets de consultation publique pourraient aussi être proposés. Le producteur agricole de Deschambault et ex-candidat du Parti québécois dans Port-Neuf aux dernières élections provinciales, Christian Hébert, vise maintenant la chefferie du Bloc québécois sur la scène politique fédérale. Christian Hébert se sent interpellé par le chantier de refondation du Bloc québécois annoncé la semaine dernière par le chef intérimaire Mario Beaulieu suite au départ de Martine Ouellette à moins d'1 an des élections fédérales. Le Bloc québécois souhaite consulter la population et ouvre la porte à un changement de nom, d'image et de chef. Christian Hébert rencontrera ces jours-ci les dirigeants du Bureau national et nous aurons plus de détails sur ses motivations, la course à la chefferie et le calendrier de la refondation du Bloc québécois au prochain bulletin de nouvelles. La Ville de Neuville a reçu le prix d'excellence 2018 du Conseil du patrimoine religieux du Québec dans la catégorie réutilisation pour l'aménagement de la bibliothèque municipale Félicité-Angers dans la nef de l'église Saint-François de la Salle. La cérémonie de remise des prix a eu lieu le vendredi 9 novembre dernier à la chapelle du monastère des Ursulines à Trois-Rivières. Le maire Bernard Gaudreault, la conseillère Marie-Michel Pagé, Mesdames Diana Cardas et Suzanne Lemieux, ainsi que M. Pierre Noreau, se sont rendus à la chapelle du monastère des Ursulines à Trois-Rivières pour recevoir le prix. M. Gaudreault en a profité pour remercier les usagers de la bibliothèque, les élèves de l'école primaire des Bourdons-Courval et leurs enseignants, les bénévoles de la bibliothèque ainsi que les membres de la Fabrique. Écoutons un extrait d'une vidéo produite par le Conseil du patrimoine religieux du Québec qui décrit le projet réalisé dans l'église à Neuville. Dans la catégorie réutilisation, le prix est remis à la Ville de Neuville pour l'aménagement de la bibliothèque Félicité-Angers dans la nef de l'église Saint-François de Salle. Quand je suis arrivée dans ce projet-là, la Ville de Neuville avait déjà fait un programme fonctionnel et technique par un autre bureau d'architectes. Ils avaient fait leur budget aussi et un programme, donc les surfaces dont ils avaient besoin, le nombre de livres et tout ça, les espaces. L'idée de départ de ce projet était de prendre initialement à peu près la moitié de la nef de l'église pour aménager la bibliothèque. L'église a été désacralisée. Par contre, la paroisse voulait encore utiliser comme lieu de culte la partie arrière, bien sûr, avec le chœur et l'autel. Et en même temps, profiter du jubé, où il y a l'orgue qui est classé aussi comme le chœur et le baldaquin, puis le maître-autel de l'église. Pour nous, le principal défi dans l'organisation de ce bâtiment a été la coexistence des fonctions. On voulait que ça puisse, qu'il n'y ait pas de nuisance d'une fonction à l'autre, que la porte principale reste la même, que la façon de rentrer dans l'église reste la même, qu'on sent ça comme une procession. Donc c'est ça le grand défi qui nous a porté à organiser de cette façon-là la bibliothèque, donc de mettre les livres sur les deux côtés, les étagères, comme dans un écrin en verre, avec des portes coulissantes en verre qui peuvent fermer au moment où la bibliothèque est fermée, puis c'est le lieu de culte qui prend le bâtiment. Et qui puisse s'ouvrir quand les gens sont là pour utiliser la bibliothèque tout en fermant la partie. Le Conseil du patrimoine religieux du Québec récompense chaque année depuis 2013 des réalisations qui témoignent de l'engagement, de l'innovation et de la passion des Québécois pour leur patrimoine religieux. Le vendredi 9 novembre dernier, au Centre multifonctionnel Roland-Dion à Saint-Raymond, se tenait la traditionnelle soirée
Hommage aux bénévoles de la municipalité. Près de 350 bénévoles ont accepté l'invitation. Cette soirée reconnaissance se tient à Saint-Raymond depuis 1999 et seuls les bénévoles sont invités à y prendre part. Certains organismes profitent de l'occasion pour remercier particulièrement un ou une de leurs bénévoles. Cette année, un certificat honorifique de la Ville a été remis à Sonia Pelletier pour ses implications dans la troupe de danse Arc-en-Ciel depuis 2011. L'Association du hockey mineur de Saint-Raymond a souligné les services de son registraire depuis plus de 20 ans, Gabriel Fortin. Et l'École de karaté de Saint-Raymond a rendu un hommage à Audrey Rousseau-Dussault, la première femme de la région de Portneuf à se mériter une 5e dan en karaté de style Yosekan. Cette semaine se tient ou se tenait la 10e édition des Semaines de l'économie sociale dans la capitale nationale. L'événement s'inscrit dans le mois de l'économie sociale, le mois de novembre, un peu partout au Québec. Une douzaine d'activités ont été prévues dans la capitale nationale, dont celle de Portneuf ce mardi 13 novembre au vieux presbytère de Deschambault. Une discussion a été proposée dans le cadre d'un 5 à 7 portant sur les motivations qui amènent de jeunes entrepreneurs à se lancer en affaires dans la MRC de Portneuf. Quel impact social ont ces jeunes dans les communautés et comment faire pour en attirer d'autres? Un panel composé de Maxime Deschênes de la jeune entreprise Nomade Junerie, Mélanie Gagné de la petite brûlerie, Lucie Godin de la MRC de Portneuf au développement économique et Maxime Denis de la microbrasserie Les Grands Bois ont animé la discussion. On estime à 800 le nombre d'entreprises d'économie sociale dans la capitale nationale. Elles sont présentes dans tous les secteurs d'activité et embauchent plus de 7500 travailleurs. Votre télévision communautaire autonome, CJSR, fait partie du réseau des entreprises d'économie sociale. D'ailleurs, votre télévision CJSR, en collaboration avec le département d'information et de communication de l'Université Laval, vient de mettre en ligne un sondage pour connaître les habitudes d'écoute et le profil des gens qui suivent différentes émissions diffusées à la télé ou sur le web. C'est la première fois qu'une telle démarche est entreprise par CJSR. Ce questionnaire qui a été réalisé par des étudiants supervisés par leurs professeurs est disponible à l'adresse qui apparaît à votre écran. Un lien a été créé sur notre page Facebook CJSR, la TCA portneuvoise, et sur notre site web CJSR3.com. Aucun appel téléphonique ni envoi postal n'est prévu. Il s'agit d'un sondage volontaire en ligne et qui pourrait être très utile pour l'avenir de votre télévision communautaire. La première série de questions porte sur les habitudes d'écoute et la deuxième sur le profil des auditeurs et auditrices. Les étudiants de l'Université Laval procéderont à l'analyse des données à partir du jeudi 29 novembre prochain. Alors, les actualités culturelles après la pause. Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici.
La maison Plamondon à Saint-Raymond a été construite par Joseph Bureau, arpenteur et explorateur après l'immense brasier qui a détruit le village en 1907. Augustine Plamondon, professeur de piano et organiste à l'Église, l'a occupée jusqu'en 2009. Après le décès d'Augustine, le parolier Luc Plamondon, né à Saint-Raymond, fait l'acquisition de la maison et l'offre à la communauté raymondoise pour en faire un lieu de mémoire, d'échange, de culture et de formation artistique. Mais qui est Joseph Bureau? Le journaliste au quotidien Le Soleil à la retraite, Robert Fleury, vient de passer plus de 2 ans à mieux connaître ce Raymondois qui aurait été l'explorateur officiel du curé Labelle. Robert Fleury présentera une conférence gratuite ce dimanche 18 novembre à 14 h au Centre multifonctionnel Roland-Dion. Écoutons une entrevue que Robert Fleury nous a accordée dans la Maison Plamondon mardi de cette semaine. Salut. Bonjour, Michel. Robert, le journalisme ne sort jamais de Robert Fleury. Tu es en écriture et en recherche depuis toujours. En fait, tout d'abord, Joseph Bureau, pourquoi justement cette recherche? En fait, lors de l'inauguration de la Maison Plamondon, j'étais un des bénévoles comme beaucoup d'autres. Et à un moment donné, Normand Genois et Louise Plamondon sont retournés vers moi et m'ont dit on chercherait un historien pour écrire une espèce de biographie de Joseph Bureau. J'ai dit oui, mais je ne suis pas historien. Non, mais un journaliste, ça ferait peut-être pareil. Alors, je me suis dit, bien, j'étais en plein déménagement à ce moment-là. J'ai dit, bien, écoutez, à l'automne, l'hiver, là, je m'y mets, je vais regarder. Puis j'ai, à partir des documents que Louise, vous savez que Louise Plamondon est l'arrière-petite-fille de Joseph Bureau. Il y en a sûrement d'autres aussi dans la région. Et donc, elle avait des documents, comme on voit juste en arrière de nous, là, des trucs comme ça. Et c'est à partir de là, tout simplement, que j'ai commencé ma recherche. Oui. Et tu t'es spécialisé dans... En fait, tu as fait le lien entre le curé Labelle et Joseph Bureau? Oui, dans les recherches, bien, il y avait d'autres auteurs. Nazaire Levasseur, dont on voit des extraits en arrière de nous. Nazaire Levasseur, qui incidemment est le père de Irma Levasseur, la fameuse femme canadienne, médecin canadienne-française qui avait fondé les hôpitaux Sainte-Justine et Enfant Jésus. Donc, Nazaire Levasseur avait écrit en 1809 une espèce de grande histoire sur Joseph Bureau. Et il en a parlé de ça. Donc, j'avais des pistes, si on veut, exemple le curé Labelle. Et en fait, en 1877, Bureau était déjà garde forestier pour le gouvernement à ce moment-là. Okay. Et Bureau, le curé Labelle, pensez au personnage des belles histoires. Ouais. C'est un personnage coloré, sans être comme Antoine Bertrand. Il reste que c'est un personnage coloré qui poussait fort pour la colonisation des pays d'en haut. Fait que le curé Labelle, il achalait le gouvernement pour avoir... il voulait ouvrir des paroisses. C'était Saint-Jovite, Saint-Sauveur, Saint-Sauveur existait, je pense, déjà à ce moment-là. Mais les paroisses plus au nord. Et puis, il y avait besoin de quelqu'un pour ça. Fait qu'ils ont envoyé l'explorateur Joseph Bureau. Et Bureau est parti en vapeur, parce que c'est un navire à vapeur de Québec qui est monté à Montréal. Puis là, il a pris le train pour Saint-Jérôme, parce que le train arrivait à Saint-Jérôme. Et là, il a attendu toute la journée que le curé Labelle soit là. Puis le curé Labelle, il dit, bien là, j'aimerais ça confondre des paroisses dans tel coin, tel coin, tel coin. Fait qu'il est parti. Il s'est acheté un canot, il s'est trouvé des hommes sur place, et puis il a commencé l'exploration pendant un mois des cantons dans cette région-là. C'est la région un peu de Nomineng, de Mont-Tremblant, tout ce secteur-là. Qui est, quand on parle d'un explorateur, Joseph Bureau, qu'est-ce que fait un explorateur? Il y a deux concepts à l'exploration. D'abord, il y avait des explorateurs forestiers, ce qui était Joseph Bureau au départ. Ça, les compagnies forestières embauchaient des explorateurs pour être capables de découvrir, de trouver, d'évaluer les forêts pour avoir les concessions forestières, pour savoir quel était le bois à couper et les chemins à pratiquer, etc., etc. Et il y avait aussi des arpenteurs, explorateurs. Puis le gouvernement, à un moment donné, comme les arpenteurs étaient plus spécialisés dans un créneau qu'on appelle l'arpentage, utilisait des explorateurs forestiers comme explorateurs. Et dans le cas de Bureau, il est devenu l'explorateur officiel. Il n'y en avait qu'un. Et c'était Joseph Bureau, l'explorateur officiel du gouvernement. Et assez que quand des gens demandaient d'ouvrir une région à colonisation, il dit moi, je n'enverrai pas
j'en verrai pas d'arpenteur tant que Joseph Bureau ne soit pas passé là pour me dire, ça vaut-tu la peine, ça vaut-tu pas la peine? C'est-tu une paroisse qui serait viable? Ou bien c'est des terres incultes, c'est des terres de roche, on oublie ça, ou bien s'il n'y en a pas suffisamment pour que ça soit valable. Fait que c'était le rôle de Bureau, et il le fait pour le curé Labelle, mais il le fait aussi dans toutes les régions de colonisation. OK. Et comment il s'est retrouvé ici à Saint-Raymond? En fait, il est natif de l'ancienne Lorette, mais il y avait 1 an quand ses parents, Louis Bureau et Joseph Hamel, sont déménagés à Saint-Raymond. D'ailleurs, s'il y a encore des bureaux à Saint-Raymond, ils ne sont probablement pas des descendants de Joseph, mais des frères de Joseph. Parce qu'il y avait plusieurs frères, un petit peu plus vieux, et qui ont d'ailleurs participé à plusieurs de ces explorations. Alors donc, Joseph, en fait, ses parents sont arrivés ici en 1838. Ils ne sont pas les premières familles fondatrices, mais ils sont parmi la centaine, si on veut, des premières familles pionnières. Oui. Parlons maintenant de la conférence que tu vas donner ce dimanche au Centre multifonctionnel. Comment tu traites justement ta conférence? Bon, d'abord, j'ai monté un diaporama. Étant pas un expert là-dedans, je me suis fait aider un peu. Et puis, bon, j'ai monté un diaporama avec des images, des cartes, des photos. J'ai trouvé aussi des photos d'archives de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Il y a beaucoup d'archives, des photos d'époque. Exemple, les gens ne savent pas en général que Joseph Bureau était un constructeur de ponts. Il construisait des ponts couverts. Il construisait des ponts couverts avec 2 gars de Saint-Raymond, Georges Barrette et Antoine Alain. Antoine Alain, c'était son charpentier. Georges Barrette, c'était un gars qui ne savait ni lire ni écrire, mais il savait compter en joie le vert. Et assez qu'il aurait pu faire un ingénieur facilement. Il faisait des plans de ponts couverts et ils ont construit, eux, cette équipe-là. Ils ont construit une 12aine de ponts couverts dans les Laurentides, au Témiscamingue et au Lac-Saint-Jean. Puis même que le plus grand, l'exploit technique de l'époque, c'était le pont Taché au-dessus de la grande décharge à Alma. Ça a pris quasiment 2 ans avant que ça se fasse. Et c'est parce que la grande décharge, c'est le déversoir du lac Saint-Jean dans le Saguenay. Et il y a un courant énorme, puis c'est assez large. Alors, ils ont réussi à faire ça. Mais Georges Barrette était un gars assez génial, apparemment, là-dedans. Malheureusement, il est décédé dans un accident de tomber d'un pont en construction. Oui. Et dans ta conférence, justement, tu l'intitules « Joseph Bureau, l'explorateur officiel du curé Labelle ». Pourquoi? Bien, c'est ça, c'est qu'il est devenu... Et les gens... le gouvernement, après ça, l'appelait l'explorateur officiel. Il m'a envoyé mon explorateur officiel. Et non seulement ça, les journaux d'époque... Vous savez que Joseph Bureau, là, c'était une vedette à l'époque. Pas autant que le curé Labelle, là. Mais c'était une vedette. Et les journaux parlaient souvent de lui. Et quand on parlait de lui, même Arthur Buis, quand il parle de Bureau, il dit... l'explorateur bien connu. L'expression était toujours l'explorateur bien connu parce qu'effectivement, il avait transcendé un peu ce qui était à l'origine, de partir, si on veut dire, d'explorateur forestier, il est devenu vraiment un explorateur de grand chemin quasiment. Oui, de grand chemin et de train aussi, fait le tracé. Oui, il a fait beaucoup de tracés. Je ne vous dirai pas, là, si c'est lui qui a fait ou non le tracé de Québec au Lac-Saint-Jean. Disons qu'il a participé. C'est parce qu'il y avait Beamer à l'époque? Oui, Beamer est le constructeur. C'est celui qui, finalement, l'a réalisé. Disons que Joseph Bureau a participé à 3 expéditions. Qui durait à peu près 2 mois. Quand il part avec Eugène Casgrain, l'arpenteur, dit dans son rapport « Je suis arrêté chez Joseph Bureau, l'explorateur, pour qu'il fasse partie de son équipe. » Et ils sont partis au mois de février, ils sont arrivés au mois d'avril au Lac-Saint-Jean. Alors, donc, c'est 2 mois dans le bois. Et ça, 2 mois, c'est rien. Il a fait des expéditions de 10 mois au Labrador, entre autres, avec une grosse équipe de Saint-Raymond. OK. Et ça, c'est en fait
tu découvres ça à partir de tes recherches. Moi, oui, c'est ça. C'est que beaucoup plus loin qu'à partir du texte un peu de Nazaire Levasseur, j'ai été aux archives, j'ai été chercher des documents originaux, des rapports, ce qu'on appelle des documents de session, les rapports annuels des terres et forêts qui parlent de bureaux. J'ai le greffe de l'arpenteur général où on a certains de ces rapports qui sont là avec les cartes. Il y a beaucoup de choses qui sont accessibles par Internet quand on sait quoi chercher. Oui. Et d'autres, il faut se rendre sur place au pavillon Cazot à l'Université Laval. Puis disons que il commençait à me connaître à la fin. Oui, j'imagine. Et là, tu es en train d'écrire ton livre? Oui, bien évidemment. À l'origine, l'idée était de publier un livre sur Joseph Bureau. Et c'était le projet que caressait la Maison Plamondon. Disons que le livre est un petit peu plus élaboré et volumineux, parce que j'ai réalisé que je ne pouvais pas parler de Joseph Bureau si je ne parle pas de la colonisation dans la même époque, l'époque du Cœur-Labelle et par la suite. Parce que sans ça, on ne comprend pas ce que Bureau y fait. Alors, et vous savez que la raison pourquoi il y a eu la colonisation, c'est que les Canadiens français, ils s'en allaient tous aux États-Unis dans les factories. Il n'y avait pas d'ouvrage. Nos terres étaient occupées, puis en même temps, ils n'étaient pas très rentables. C'était des terres pauvres. Les gens ne mettaient pas dans la carrière. Il n'y avait pas des bonnes méthodes culturelles, bien pour des bons instruments non plus. Et vous avez des grosses familles. Faites quoi avec les enfants? Et c'était pas encore la grosse vague industrielle dans les villes au Québec. Donc, il y avait beaucoup de chômage. Et la solution, c'était de partir pour les États-Unis. Et c'est la raison pour laquelle on a ouvert autant de régions à la colonisation. Et Bureau était un homme très important dans cette opération-là, en plus du Cœur-Labelle, évidemment. Oui. Et en terminant, on invite les gens à ta conférence. Comment ça fonctionne? Alors, oui, c'est ça. C'est ouvert, c'est gratuit. C'est dimanche à 2 h, à 2 h de l'après-midi, 14 h au centre multifonctionnel. Et puis, vous êtes les bienvenus, tout le monde. On espère qu'il va y avoir de la place pour tout le monde, mais il devrait. Oui. Alors, Robert Fleury, merci beaucoup de cet entretien, puis merci pour ta passion. Merci. David Alexandre Vincent nous dresse maintenant la liste des sorties culturelles de la semaine. Bonsoir, voici votre actualité culturelle des prochains jours. D'abord, le groupe de Lake Acoustique va se produire à la Pizzeria Paquette de Sainte-Catherine ce vendredi 16 novembre dès 19 h. Le groupe est dans les styles country rock, southern rock et classic rock. La formation est composée de Guillaume Côté au chant et à la guitare, Luc Durand à la guitare et Nancy Richard au chant et à la guitare. Pour ce spectacle qui débute à 19 h, c'est possible de réserver en téléphonant au 418-875-0008. Toujours ce vendredi, cette fois à l'hôtel Le Roquemont de Saint-Raymond, c'est Call Me qui sera de passage. Parfois duo et parfois trio, les artistes savent amener du dynamisme et de l'énergie avec une musique assez rafraîchissante qui vient du top 40 et du New Country. Call Me sera en performance de 20 h jusqu'à 23 h. La chanteuse Emmanuelle Robitaille vous attend à la Pizzeria Paquette de la ville de Portneuf ce vendredi dès 20 h jusqu'aux petites heures du matin. Ancienne participante à l'émission La Voix, sa prestance et son sourire unique et contagieux devraient vous faire passer une soirée parfaite. Un souper homard et bénéfice va se tenir ce samedi 17 novembre à compter de 17 h 30 au centre multifonctionnel Roland-Dion. En plus du souper, ceux qui seront présents pourront rire avec l'humoriste Étienne Langevin. Un auteur-compositeur-interprète sera aussi sur place, James Labrie de La Relève, également finaliste de Cégep en spectacle. Un DJ sera également de la partie pour terminer la soirée. Le souper et bénéfice, ce sera au profit du club de patinage artistique de Saint-Raymond. Et puis, les fonds amassés vont servir à l'achat d'équipements, les frais reliés aux compétitions, la tenue des cliniques d'apprentissage et aussi la campagne de financement du spectacle biannuel du club. Les billets ont été diminués de prix, passant de 85 à 70 $ par personne. On peut se les procurer à la billetterie de la pharmacie Uniprix Simard-et-Picard de la rue Saint-Joseph ou encore directement auprès des membres du club de patinage de Saint-Raymond. Une soirée hommage va se tenir samedi le 17 novembre à la Maison de la Culture de Donnacona. L'artiste Jean-François Lambert va présenter le spectacle intitulé « Le jazz de mon pays ». Il s'agit d'un concept qui allie la chanson québécoise avec le jazz. On y retrouve bien sûr du jazz dans sa forme classique, oui, mais enrichi avec des mélodies et puis des harmonies qui sont un peu plus différentes. Le spectacle va débuter à 20 h. Les billets sont en vente au réseau Billetech à 17,50 $ où ils seront aussi disponibles directement à la porte au coût de 22 $. D'une bouteille, le musicien a fait son temps.
Plusieurs activités vont se dérouler dimanche le 18 novembre de 14h à 16h au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond. D'abord, le journaliste et gestionnaire retraité Robert Fleury, en partenariat avec la Maison Plamondon, va venir présenter une conférence sur Joseph Bureau, l'explorateur officiel du curé Labelle. Robert Fleury vous parlera des recherches qu'il mène depuis plus de 2 ans sur cet explorateur qui a contribué à améliorer les connaissances de la topographie du Québec. Il va apporter notamment des précisions sur ses expéditions au Labrador avec 10 Raymondois. Et puis tout de suite après la présentation, ce sera possible de visiter la section portant sur Joseph Bureau de l'exposition permanente Paroles et musique, une histoire de Saint-Raymond. C'est à la Maison Plamondon en présence du conférencier. Au même moment, donc de 14h à 16h, va se tenir le vernissage de 2 artistes passionnés de la nature, Stanislas Tronikowski de Saint-Raymond et puis Jean-Yves Crispo de Québec. Les 2 artistes présenteront leurs toiles qui comprennent des paysages et également des animaux. Ça aura lieu dans la verrière de l'Espace des Jardins et puis toute la population y est invitée. L'exposition sera par la suite ouverte du lundi au jeudi de 9h à 16h, puis le vendredi de 9h à 13h. Vous avez jusqu'au 20 décembre pour vous rendre sur place. Ariane Moffat sera au Moulin Marcoux de Pont-Rouge jeudi prochain, le 22 novembre à 20h. La chanteuse franco, qui n'a plus besoin de présentation, viendra interpréter son album où on peut entendre du soul et le slow disco des années 70, tout ça avec une touche plus contemporaine. Le prix des billets est de 48 $. Le Salon du jeu et du jouet de Québec va se tenir en fin de semaine les 17 et 18 novembre au Centre Expo-Cité. 2 jeux de société Pornevoie feront partie d'une zone d'exposition pour les jeux qui sont en phase prototype. C'est Siro de Christine Genet et Ma Terre à moi de Mick Landry qui seront présents. Les 2 artistes pornevois invitent la population à venir tester leurs jeux au salon afin de les découvrir et aussi pour participer à leur amélioration. Ici les Grandes Crues, Marilyn Jonca, F. Côté. On a appris récemment que le duo humoristique de l'heure au Québec, Les Grandes Crues, se produira au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond en février. Marilyn Jonca et F. Côté viendront présenter leur spectacle Sur le gros vin. On dit d'elles qu'elles sont un assemblage de 2 cépages québécois bien distincts, un aux accents boisés de la Gaspésie et puis l'autre aux notes de bleuet du Lac-Saint-Jean. Elles sont parfois corsées, mais toujours bien dosées et assurément pas bouchonnées. Et en terminant, la saison des marchés de Noël se poursuit toute la fin de semaine. C'est la foire des artisans à Saint-Marc-des-Carrières, donc ce samedi et dimanche 17-18 novembre. Alors voilà, c'est complet sur ce. Bonne sortie culturelle. Quelques 130 convives ont pris part à la 5e édition du souper gastronomique de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf, formule combat des chefs, qui se tenait au club de golf Le Grand Portneuf le jeudi 8 novembre dernier. 3 chefs cuisiniers membres de la Chambre de commerce se sont affrontés. Simon Robitaille, cuisinier au club de golf Grand Portneuf, Caroline Bélanger du concept gourmet traiteur et Guy Tailleur de Sushi Nagano Pont-Rouge. La soirée a été animée par la nouvelle présidente Rachel Lunardi. Les 3 chefs ont proposé un menu gastronomique de 5 services sous différents thèmes. Plus de 600 billets de saison de ski ont pris preneur en pré-vente en date de ce mercredi 14 novembre au centre de ski Saint-Raymond. Un nouveau record depuis les débuts des opérations du centre de ski. 400 billets de saison avaient été vendus l'an dernier en pré-vente, ce qui constituait un record. Au total, l'an dernier, on comptait 625 billets de saison et un record de 26 060 visites durant la saison de ski. Les moniteurs ont cumulé 1580 heures de cours l'an dernier. D'ailleurs, le centre de ski est à la recherche de moniteurs pour la présente saison. Avec la neige et le froid des derniers jours, les pistes ont été damées, ce qui permet un bon fond, mais selon la coordonnatrice Josée Pérusse, il est trop tôt pour savoir quand les opérations pourraient débuter. En 2007-2008, le centre de ski avait ouvert ses pentes le 1er décembre. C'est le plus tôt enregistré depuis les débuts.
Soulignons que des ententes intermunicipales sont en vigueur avec les municipalités de Saint-Léonard, Pont-Rouge, Lac-Sergent, Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier et s'ajoute cette année Fossambeau sur le lac. Il s'agit de communiquer avec son service des loisirs pour connaître les modalités. Le centre de ski Saint-Raymond mobilise une soixantaine de travailleurs durant la saison. Et à l'Aréna de Saint-Raymond, les vendredis et samedis 28 et 29 décembre prochains, se tiendra un tournoi de hockey joué pour la cause, au profit du Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer. On invite les joueurs de hockey à former une équipe et à participer à ce tournoi de type participation avec plusieurs catégories ouvertes. Le coût est fixé à 400 $ par équipe et pour s'inscrire, il s'agit de communiquer avec Mario Vachon au 999-2264 ou par courriel à info-ville-saint-raymond.com. La date limite d'inscription a été fixée au vendredi 21 décembre. Les profits du tournoi iront à l'équipe Chante à la Lune, formée de Raymondoises et Raymondois qui amassent des fonds pour la Société canadienne du cancer et qui prendra part à l'événement Relais pour la vie les 8 et 9 juin 2019 au parc de Lacona. Alors, ça complète Info CJSR pour cette semaine. Merci Stéphane Philippe à la régie, au montage et à la caméra sur le terrain, de même que Tony à la caméra et sur le terrain et au montage. Merci aussi à Lucie à l'accueil en studio. Merci à vous à la maison de nous suivre à chaque semaine. Et on se laisse avec un petit montage de la 10e édition du Festival des tambours de Portneuf qui se tenait en fin de semaine dernière au carrefour municipal de la ville de Portneuf. Alors, bonne semaine.